Je n'ai pas cherché à remettre en question des siècles de registres généalogiques établis. Je faisais des recherches sur les mariages royaux européens, cartographiant les suspects habituels, Habsbourg, Romanov, Tudor, quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Pas une seule anomalie, pas un document, mais un schéma de connexion manquante qui, une fois aperçu, devient impossible à ignorer. Les arbres généalogiques officiels qu'on nous montre présentent une chaîne ininterrompue, père à fils, mère à fille, mariage arrangé, alliance forgée, lignée préservée. Mais plus je creusais, plus je trouvais des lacunes qui ne devraient pas exister, des transitions qui s'étaient produites trop proprement, des généalogies qui apparaissaient entièrement formées, comme écrites à rebours d'une conclusion déjà décidée. Et c'est là que la question tartare devient impossible à ignorer. Commencez par un exercice simple. Consultez n'importe quel arbre généalogique royal européen majeur des XVIIIe ou XIXe siècles. Suivez les lignées maternelles. Maintenant demandez-vous, d'où venaient ces femmes avant d'épouser des dynasties connues? L'explication officielle nous donne de la petite noblesse, des cousines éloignées, des princesses de principauté allemande si petites qu'elles méritaient à peine un point sur les cartes contemporaines. Mais voici la partie la plus étrange. Quand vous essayez de retracer l'ascendance de ces femmes sur 2 ou 3 générations seulement, la documentation devient remarquablement clairsemée. Pas incomplète, clairsemée. Comme si leurs histoires commençaient au moment où elles devenaient utiles au récit. Considérez les mariages qui ont consolidé le pouvoir à travers l'Europe dans les années 1700. On nous dit que ces unions étaient stratégiques, politiques, calculées au plus haut degré. Pourtant, les mariés apparaissaient souvent avec une documentation de lignage minimale, épousaient les familles les plus documentées de l'histoire humaine, et puis leurs origines devenaient des faits incontestés. Personne ne demandait, personne ne vérifiait. Le silence était assourdissant. Cela soulève une question simple mais critique. Si ces maisons royales étaient bêtes si obsédées par la pureté de la lignée, pourquoi accepteraient-elles des mariés dont l'ascendance ne pouvait être tracée avec certitude? À moins que cette ascendance ait été délibérément obscurcie. Regardez les Romanov. L'histoire officielle nous dit qu'ils descendaient de la dynastie Riurikide, une ligne de succession claire remontant à des siècles. Mais plus je creusais dans les registres généalogiques, plus je trouvais des transitions qui semblaient gérées, construites. La documentation existe, certes. Certificat de mariage, acte de naissance, annonce de cours. Mais qu'en est-il de la lignée elle-même? Il y a des murmures académiques. Le genre mentionné en note de bas de page, puis jamais développé, de ascendance tatare dans plusieurs grandes familles nobles russes, pas mongoles. Tatar. Le mot lui-même est un dérivé, un cousin linguistique d'un nom qu'on n'est pas censé prononcer à voix haute dans les cercles historiques. Tartarie. Maintenant, regardez vers l'ouest. La famille royale britannique a subi une transformation similaire. La maison de Hanovre importait des territoires allemands en 1714. On nous donne l'explication officielle, succession protestante, approbation parlementaire, revendication légitime par ascendance Stuart distincte, tout documenté, tout correct. Sauf que lorsqu'on examine les principautés allemandes d'où venaient ces royaux, on trouve quelque chose de particulier. Beaucoup de ces petits territoires avaient eux-mêmes subi des changements dynastiques récents. Nouvelles familles, nouveaux noms, nouveaux blasons. Tout cela dans une génération ou deux avant d'être appelés à fournir des monarques britanniques. Les preuves suggèrent quelque chose de beaucoup plus grand que des accidents dynastiques isolés. Mais peut-être que je vois des schémas dans le hasard. Peut-être que ces lacunes généalogiques sont simplement l'érosion normale du temps, la perte inévitable de documentation à travers les siècles. Puis j'ai commencé à examiner les bâtiments que ces familles ont construits. Pas les châteaux qu'elles ont hérités, ceux qu'elles ont construits pendant leur consolidation du pouvoir. À Saint-Pétersbourg, le palais d'hiver. À Londres, les rénovations majeures du palais de Buckingham. À Vienne, les extensions du palais de Schönbrunn. À Madrid, la construction du palais royal après l'incendie de 1734 qui a commodément détruit la résidence Habsbourg précédente.
Tous partagent des éléments architecturaux que l'histoire officielle attribue à un renouveau néoclassique ou une influence baroque. Mais voici ce qui me trouble. Ces bâtiments ne partagent pas seulement des choix stylistiques, ils partagent des caractéristiques techniques spécifiques, des méthodes de construction, des systèmes de proportion, des mathématiques décoratives. Le schéma se répète avec une précision troublante sur des milliers de kilomètres à travers des cultures qui auraient supposément eu un contact minimal à travers des maisons royales qui étaient prétendument rivales. Qui étaient les architectes? Des noms différents dans différents pays, certainement. Mais quand vous essayez de retracer où ces architectes se sont formés, où ils ont appris à construire à une si grande échelle avec une telle uniformité, la piste refroidit. Pas partout, juste au point critique, juste là où la connaissance aurait été transmise. Si vous trouvez de la valeur dans cette investigation, je vous encourage à explorer ces connexions architecturales vous-même. Les preuves se cachent en pleine vue. Maintenant, parlons des cartes. Parce que les cartes ne mentent pas comme les mots peuvent ne mentir. Elles montrent ce qui était connu, ce qui était cru, ce qui existait dans l'esprit de ceux qui les dessinaient. Consultez des cartes d'Asie des années 1600 et 1700. Cartes françaises, cartes hollandaises, cartes britanniques. Regardez le vaste intérieur étiqueté Tartarie ou Grande Tartarie ou Tartaria. Pas une petite région, pas une note de bas de page. Un territoire énorme s'étendant de la mer Caspienne à l'océan Pacifique, de la Sibérie aux frontières de la Chine. Ce n'étaient pas des cartes spéculatives, c'étaient des cartes commerciales, des cartes militaires, des cartes dessinées par des cartographes qui misaient leur réputation sur la précision parce que les marchands et les généraux dépendaient de cette précision. Et sur beaucoup de ces cartes, vous trouverez quelque chose de fascinant, des symboles indiquant des villes, des routes commerciales, et oui, des cours royales. Plusieurs cours royales à travers le territoire tartare, comme si ce n'était pas une collection de tribus errantes, mais une société organisée avec des structures gouvernementales. Puis, au cours de la fin des années 1700 et du début des années 1800, l'étiquette change. Tartarie devient Russie à l'ouest, devient Xinjiang à l'est, devient territoire ottoman, devient son nom entre les deux. Plus je creusais, plus je devais demander où sont allés les gens, pas la terre. On peut regarder la terre se redistribuer sur les cartes. Les gens. Les cours royales que ces cartes antérieures indiquaient, les structures gouvernementales. Où sont-ils allés? Voici ce qui me dérange le plus. Quand les empires tombent, nous avons des périodes de transition. Nous avons de la documentation sur l'effondrement. Rome n'a pas disparu du jour au lendemain. Nous avons des siècles de son déclin méticuleusement enregistrés. Les Byzantins ont laissé des volumes de témoignages historiques sur leurs derniers jours. Même la fragmentation de l'Empire mongol est bien documentée. Mais la Tartarie, si elle existait comme ces cartes le suggèrent, nous devrions avoir de la documentation de transition, des traités de dissolution, des conflits de succession, des réfugiés, des mouvements de résistance, quelque chose. Au lieu de cela, nous obtenons le silence. Et dans ce silence, nous obtenons de nouvelles familles royales avec des généalogies suspectivement récentes, revendiquant des territoires que des cartes d'une génération plus tôt étiquetaient comme tartares. L'explication officielle s'effondre ici. On nous dit que Tartarie n'était qu'un terme générique que les Européens utilisaient pour le vaste intérieur inconnu de l'Asie. Une étiquette de carte, pas une entité politique réelle. Mais cette explication exige que nous croyions que les cartographes européens, qui étaient assez sophistiqués pour cartographier avec précision les côtes, les routes commerciales et les frontières territoriales ailleurs, sont soudainement devenus vagues et imprécis seulement quand il s'agissait de la plus grande masse terrestre sur leurs cartes. Qu'ils ont tracé des frontières, marqué des villes, indiqué des cours royales, tout cela pour quelque chose qui n'existait pas réellement comme entité cohérente. Est-ce que cela vous semble logique? Nous arrivons maintenant à l'aspect le plus troublant. La question de la lignée n'est pas seulement historique, elle est génétique. Nous avons des tests génétiques maintenant. Nous pouvons retracer l'ascendance par l'ADN, confirmant ou réfutant des revendications généalogiques qui ne reposaient autrefois que sur des documents. Alors pourquoi n'y a-t-il pas eu d'études génétiques complètes des familles royales européennes, cartographiant leur ascendance réelle?
pas l'ascendance revendiquée. L'héritage génétique réel. Certaines études existent, certainement. Petites, ciblées. Mais jamais une cartographie complète des lignées royales utilisant des techniques génétiques modernes. Pourquoi pas? Ces familles sont obsédées par leur héritage, par prouver leur légitimité, par documenter leur droit divin de régner, à moins qu'il y ait quelque chose qu'elles ne veulent pas qu'on trouve. Considérez ce que les tests ADN ont révélé sur les populations anciennes. Nous savons maintenant que des groupes que nous pensions isolés et purs étaient en réalité mélangés, montrant des marqueurs génétiques de continents éloignés. Nous savons que les lignées pures sont un mythe, que l'humanité est une tapisserie de mélange et de migration. Alors que montrerait une étude génétique complète de la royauté européenne? Quels marqueurs pourraient apparaître qui ne correspondent pas aux généalogies officielles? Quelle signature génétique d'Asie centrale ou de Sibérie pourrait émerger de familles qui revendiquent une descendance germanique, française ou britannique pure? Et c'est là que le silence redevient assourdissant. Les mêmes familles qui commandent des études de leurs œuvres d'art, de leurs archives, de leurs palais, elles ont montré un désintérêt remarquable pour la vérification génétique de leur lignée. Pas pourquoi, pas quand, pas dans quelles circonstances, mais comment? Comment supprime-t-on la curiosité sur ses propres origines à une époque de découverte génétique? À moins que vous ne sachiez déjà ce que les résultats montreraient. Avant de rejeter ceci comme de la spéculation, laissez-moi vous montrer quelque chose de spécifique. Allez à Vienne, tenez-vous devant le palais de Schönbrunn, maintenant allez à Saint-Pétersbourg, tenez-vous devant le palais d'hiver, maintenant à Pékin, les bâtiments extérieurs de la cité interdite. Que remarquez-vous? Pas seulement des styles architecturaux similaires, les mêmes systèmes de proportions exactes, le même rapport entre hauteur et largeur, les mêmes ratios dans les placements de fenêtres, les mêmes principes mathématiques gouvernant les relations spatiales. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la connaissance transmise. Une connaissance technique spécifique sur la construction à grande échelle, sur la distribution de charges, sur la création de l'impression de pouvoir par l'architecture. Et voici le détail critique. Beaucoup de ces bâtiments ont été construits ou significativement modifiés pendant la même fenêtre de temps étroite. Le début au milieu des années 1700. La période exacte où la Tartarie disparaissait des cartes et de nouvelles dynasties consolidait le pouvoir. L'histoire officielle nous dit que ces similitudes sont dues à des architectes voyageurs, à des tendances esthétiques partagées, à l'influence de Palladio ou d'autres maîtres classiques. Mais cette explication nécessite une coordination incroyable. Elle nécessite que des architectes de différents empires, supposément rivaux, adoptent indépendamment non seulement des styles similaires mais des systèmes mathématiques identiques. Construire à échelle massive dans plusieurs capitales simultanément. Et faire tout cela pendant que leur famille High Patron était prétendument en compétition pour la suprématie. Ou, et je pose juste la question ici, n'étaient-ils pas rivaux? Ces familles royales, séparées, étaient-elles en réalité des branches du même arbre ancestral, construisant dans un langage architectural commun parce que ce langage représentait leur héritage partagé? Un héritage qui devait être caché. J'ai besoin que vous regardiez quelque chose d'autre. L'héraldique royale. Les symboles que ces familles ont choisis pour se représenter. Commencez par l'aigle bicéphale. Il apparaît dans l'héraldique du Saint-Empire romain germanique, de l'Empire russe, de l'Empire byzantin, de plusieurs nations balkaniques et de diverses principautés allemandes. On nous dit que ce symbole a été adopté et réadopté indépendamment, qu'il représente différentes significations dans différents contextes. Mais un symbolisme aussi spécifique n'émerge pas au hasard. L'aigle bicéphale est un symbole complexe, nécessitant des connaissances artistiques spécifiques pour être rendu correctement. Et il apparaît à travers des cultures qui auraient supposément eu un contact limité pendant les périodes où il a été adopté. Maintenant, regardez d'autres éléments récurrents. Des conceptions de couronnes spécifiques, des arrangements particuliers de lions et d'ours, l'utilisation répétée de certaines couleurs dans des combinaisons spécifiques. Le schéma se répète avec une précision troublante. Une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer. Ces familles ne faisaient
pas que copier les devoirs des autres. Elles utilisaient un vocabulaire symbolique commun, un langage de pouvoir et de légitimité qui précédait leur date de fondation officielle. Un langage qui suggère une ascendance commune. Voici quelque chose qui n'a pas de sens. Quand les familles royales se mariaient au-delà des frontières, la langue était prétendument une barrière. Nous avons des récits documentés de princesses arrivant dans de nouveaux royaumes incapables de parler la langue locale, nécessitant des années pour apprendre. Pourtant, nous avons aussi des récits de ces mêmes familles menant une correspondance privée, se comprenant parfaitement quand cela importait pour les négociations politiques. Quelle langue utilisaient-elles dans ces contextes privés? La réponse officielle est le latin ou le français, les langues diplomatiques de l'Europe. Mais il y a des références alléchantes dans de vieux documents à d'autres langues utilisées dans certains contextes royaux, des langues décrites comme anciennes ou traditionnelles, mais jamais spécifiées. Et s'il y avait une lingua franca parmi ces familles qui n'était ni le français ni le latin, une langue de leur ascendance commune réelle, une langue qui aurait révélé trop si utilisée publiquement, je ne prétends pas savoir quelle était cette langue. Je demande pourquoi il y a tant de vagues délibérées autour des pratiques linguistiques dans les foyers royaux pendant précisément la période où leurs généalogies deviennent les plus importantes à établir. Comptez les incendies. Sérieusement, faites une liste des incendies majeurs qui ont détruit des résidences royales, des archives gouvernementales et des registres généalogiques entre 1650 et 1850. Le Palais royal à Madrid, 1734. La Bibliothèque du Congrès, 1814. Le Crystal Palace, 1936. Les archives d'État de Hanovre. Incendies multiples, la plupart des registres perdus, et ce ne sont que les célèbres. Creusez plus profondément et vous trouverez des dizaines d'incendies plus petits mais critiques qui ont détruit des registres généalogiques spécifiques, des registres fonciers et des documents historiques pendant cette période transformative. Certains incendies sont inévitables à travers les siècles. Les bâtiments étaient en bois et éclairés par des flammes ouvertes. Des accidents arrivaient, mais plus je creusais, plus je trouvais des incendies survenant à des moments suspectivement convenables, juste avant que des revendications généalogiques n'aient besoin de vérification, juste après des transitions territoriales, juste quand de vieux registres contrediraient de nouveaux récits officiels. Et après chaque incendie, la reconstruction des registres favorisait l'ordre nouvellement établi, les lignées nouvellement documentées, les territoires nouvellement revendiqués. Le schéma se répète avec une précision troublante. Parlons de la Sibérie. Parce que la Sibérie est la clé de tout. Sur ces vieilles cartes, la Sibérie n'est pas encore territoire russe. Elle est étiquetée comme faisant partie de la Tartarie. Vaste Sibérie riche en ressources, peu documentée. Puis, sur une période remarquablement courte dans les années 1700, elle devient russe, pas par conquête documentée, pas par des traités que nous pouvons examiner. Elle devient simplement russe. L'explication officielle nous dit que les Cosaques se sont progressivement étendus vers l'Est, que les populations locales étaient primitives et ont offert peu de résistance, que la revendication de la Russie était inévitable et naturelle. Mais voici ce qui me trouble. Quand la Russie a documenté son expansion en Sibérie, les registres décrivent avoir rencontré des villes, pas des villages, des villes, avec des bâtiments en pierre, avec des populations organisées, avec des réseaux commerciaux. Des villes qui n'apparaissent pas dans les récits historiques modernes, des villes qui n'auraient prétendument laissé aucune trace archéologique malgré être assez substantielles pour que les Russes contemporains documentent leur existence. Où sont allées ces villes? Qui les a construites? Et si la Sibérie avait une civilisation urbaine établie quand la Russie est arrivée, de quelle civilisation s'agissait-il? Le silence était assourdissant. Je vous ai montré des schémas architecturaux qui ne devraient pas exister, des lacunes généalogiques dans les familles les plus documentées de l'histoire, des preuves cartographiques de quelque chose de vaste qui n'aurait supposément jamais existé, des questions génétiques qui restent délibérément non posées, des symboles et des langues suggérant une ascendance commune. Qu'est-ce que tout cela signifie? Peut-être rien. Peut-être que je vois des schémas dans le hasard, des connexions dans la coïncidence.
Peut-être que l'histoire officielle est complète et précise, et ces anomalies sont simplement les lacunes normales dans tout registre historique. Mais et si ce n'était pas le cas? Et s'il y avait une lignée répandue, connectée sur de vastes distances, qui devait être obscurcie? Et si les familles royales dont on nous dit qu'elles sont des lignées séparées, sont en réalité des branches d'un seul arbre ancestral? Et si la Tartarie n'était pas un terme géographique vague, mais une civilisation dont les descendants règnent encore, mais règnent sous de nouveaux noms, de nouvelles généalogies, de nouvelles histoires officielles? Quelle connaissance cela représenterait-il? Quelle technologie? Quel système organisationnel? Quelle compréhension de la gouvernance à l'échelle continentale? Et pourquoi cette connaissance devrait-elle être cachée? Je n'ai pas de réponse. Seulement des questions qui se multiplient, plus je creuse. Mais je vous laisse avec ceci. La prochaine fois que vous voyez un palais européen, demandez-vous qui l'a vraiment construit. Quand vous entendez parler de lignée royale, demandez-vous d'où ces lignées sont réellement originaires. Quand vous regardez une carte moderne de l'Asie, demandez-vous ce qui était là avant que les frontières actuelles soient tracées. Et demandez-vous pourquoi nous ne sommes pas censés poser ces questions. Pourquoi les registres généalogiques s'arrêtent précisément au point où ils révéleraient quelque chose d'important? Pourquoi les cartes ont changé si complètement en si peu de temps? Pourquoi l'architecture parle un langage que l'histoire officielle refuse de traduire? Plus je creusais, plus je réalisais que ce que nous appelons histoire pourrait être juste l'histoire que les vainqueurs ont accepté de raconter. Et quelque part dans les marges, dans les chapitres supprimés, dans les incendies et les registres manquants et les généalogies trop convenables, il pourrait y avoir une autre histoire. Une histoire sur qui a vraiment construit le monde que nous avons hérité. Une histoire que nous ne sommes pas censés nous rappeler. Mais une fois que vous la voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer.